Aujourd'hui, je vous propose qu'on fasse une analyse fondamentale des plus grosses unités de temps sur EURUSD. Donc on va démarrer avec les unités de taux vraiment hautes. On va démarrer avec le yearly, le 6 mois, puis le 3 mois. On va basculer sur le monthly, le weekly, et on va finir ensuite en daily. L'objectif, c'est d'observer ensemble les zones clés sur lesquelles EURUSD est en train d'arriver, et ensuite d'imaginer les scénarios potentiels qui pourraient se produire sur EURUSD, avec une petite touche de fondamental à la fin de la vidéo. Regardez bien jusqu'à la fin, parce que je vais expliquer le positionnement fondamental de l'euro vs le positionnement fondamental de l'USD. Donc on démarre tout de suite. Ce qui est super intéressant de comprendre, on va pas s'attarder très longtemps sur le time frame 12 mois, mais ce qui est super intéressant de comprendre, c'est qu'on arrive au milieu de l'année et actuellement EURUSD a fait une grosse mèche baissière, a tapé sur le support qui a été créé précédemment, donc entre 2022 et 2023, on a une zone de support qui a été créée ici. On va même mettre, pour ne pas s'embêter, une petite ligne, voilà. On a une zone de support qui a été créée. EURUSD n'a même pas fait de mèche haussière en début d'année, simplement une mèche baissière, une grosse bougie baissière, pleine de force. Donc ça montre que l'euro est en difficulté face au dollar. On note et on enchaîne. On va aussi tracer la petite résistance qui a été créée là, parce que ce sont des niveaux clés qui sont super importants. En 6 mois, on peut observer qu'on a une zone de support finalement un petit peu plus bas. On a des grosses mèches de rejet, ici, ici, ici. Cette grosse bougie des 6 derniers mois qui est bien baissière, qui continue la tendance de cette bougie-là, qui date de début 2022. On arrive à nouveau sur une grosse zone de support. On bascule en 3 mois. En 3 mois, on observe un petit peu la même chose et on voit déjà un peu plus de choses. On voit que cette zone-là est une grosse zone de support, une zone dans laquelle on a eu beaucoup de rejets. Donc on sent que cette zone peut être une zone dans laquelle il y a beaucoup de rebonds, et donc on se doit de l'analyser. C'est ce qu'on va faire tout de suite. On va basculer sur les unités de temps inférieures, et notamment en monthly. Et là en monthly, on a déjà beaucoup plus d'infos. Qu'est-ce qu'on observe en monthly? Assez simple. On a dans un premier temps une zone de support ici, qui colle avec notre bas annuel et notre bas des 6 mois. On va tracer cette zone de support là. Pourquoi est-ce que je trace une zone de support? Parce qu'on a pas mal de rejets qui sont créés ici, ici, avant un mouvement haussier, un retest avant le mouvement haussier, ici. On a une étoile du matin sur la zone de support. Donc c'est une grosse zone de support. On a aussi créé une zone de résistance et en fait on se rend compte que finalement depuis début 2023, EURUSD est coincé dans un range. Entre 1,10,5 et, allez on va être gentil, 1,045. Donc un gros range. Ce qui est intéressant de constater aussi, c'est cette zone-là qu'on avait tracée précédemment, qui est une zone dans laquelle on a beaucoup de rejets. Et on va observer ces rejets-là, la dernière zone qu'on n'a pas reliée. Donc ça, on va l'enlever. Ça, on va l'enlever. On a identifié notre support et notre résistance majeure. Et maintenant, on va observer cette dernière zone qu'on a tracée avant et des réactions en weekly et en daily. En weekly, on observe déjà que cette zone, c'est une zone qui a beaucoup fait réagir le prix, la zone des 1,07 100. On est pile dessus actuellement, donc ça va être intéressant cette vidéo. Et on voit que c'est une zone qui a beaucoup fait rebondir le prix historiquement. Dès qu'on approche dans cette zone, ici on a des mèches, ici on rebondit, on rebondit, on rebondit, on change de direction. Donc on voit que c'est une zone vraiment qui amène beaucoup de divisions. Mais ce qu'on peut observer surtout, c'est que à partir du moment où on casse cette zone par le bas, par exemple ici, par exemple ici, on a des beaux mouvements jusqu'à la zone de support, et quand on casse cette zone par le haut, on a des beaux mouvements assez fluides jusqu'à la zone de résistance. Donc on voit vraiment que c'est l'entre-deux, le quasi milieu de range, et que c'est une zone, quand elle commence à casser, qui devient très très intéressante. C'est pour ça que je vous fais cette vidéo, parce qu'on est pile dessus actuellement, et donc cette zone est super importante à surveiller, d'autant plus que le fondamental, dont on va parler juste après, entre l'euro et le dollar, est assez polarisant. On va zoomer sur le daily maintenant. Maintenant qu'on a une idée dans les zones dans lesquelles on se situe, des zones à surveiller, etc., on va analyser un peu ce qui se passe en daily. Et en daily, la première chose que je vois, c'est ce que je vous expliquais avant, ce sont ces grosses consolidations dès qu'on approche de notre zone en question. Vous voyez? On consolide, on rejette, on consolide, on consolide. Très très intéressant comme zone. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va de nouveau tracer une zone qui relie toutes ces périodes de rejet, ces périodes dans lesquelles les prix ont été témoins d'un combat acharné entre les acheteurs et les vendeurs.
On est à présent dans cette zone-là, et l'analyse devient beaucoup plus simple. Je vais supprimer, pour un peu plus de clarté, les ronds que j'ai tracés précédemment. Ça va être plus simple à comprendre, surtout les plus proches. Et maintenant, ça va être très très simple. On a observé qu'on a une grosse zone de résistance, vers 1,10,5. On a observé qu'on a une grosse zone de support, entre 1,05 et 1,4,5. Et maintenant, on est dans cette grosse zone qui fluctue, qui inverse très souvent son rôle de support à résistance, mais c'est une zone clé dans laquelle le prix fluctue beaucoup. Alors attention, parce que cette zone, elle paraît pas énorme parce qu'on est sur le daily, mais c'est quand même une zone qui fait 80 pips. C'est une zone qui s'étend à peu près de 1,0675 à 1,075. Tant qu'on est dans cette zone-là, et ça va être important de noter ça, tant qu'on est dans cette zone-là, je vais même vous mettre des lignes à casser. Tant qu'on est dans cette zone, qu'on ne casse ni par le haut ni par le bas, on a de fortes probabilités de rester dans un range et d'avoir des mouvements qui seront compliqués à trader. Vous voyez, quand vous êtes dans cette zone-là, vous avez beaucoup de rejets, beaucoup de chasse, beaucoup de mèches, c'est compliqué à trader. Et c'est à ça que va vous servir votre analyse des plus grosses unités de temps, des higher time frames, parce que vous allez identifier les zones dans lesquelles vous avez le plus de probabilité d'avoir des corrections, les zones dans lesquelles vous avez le plus de probabilité d'avoir du combat, et les zones dans lesquelles vous avez plus de probabilité, au contraire, d'avoir des mouvements intéressants. Dans cette zone, actuellement, on sait que c'est une zone de combat. Alors certes, elle fait 80 pips, mais c'est une zone qui n'est pas claire à trader. C'est une zone dans laquelle on consolide beaucoup. Donc c'est une zone de danger. Quand j'observe ça dans mon trading, je reste en retrait jusqu'à ce qu'il y ait une cassure de ces zones. Parce que je sais que dans ces zones-là, tout peut se passer. N'importe quand. On peut avoir des fake-out, des chasses de liquidité, beaucoup de faux mouvements. Et tout ça, ça ne m'intéresse pas. Par contre, il apparaît clair que si on casse cette grosse zone par le bas, on a une forte probabilité de continuer jusqu'à la prochaine zone de support. C'est ce qui s'est passé ici, on a cassé, continué vers le bas. Ici, cassé, continué vers le bas. Ici, cassé, continué vers le bas. Pour aller retester cette zone de support-là. Ici, on a commencé à tenter d'aller retester la zone de support. Les acheteurs ont repris le dessus, on a réintégré la zone, c'est ce qu'on appelle un fake-out. Quand on a une cassure brutale comme ça et qu'on réintègre la zone derrière, c'est une fausse cassure, un fake-out. Et donc là, à ce moment-là, si on casse la zone par le haut, étant donné qu'on n'a pas réussi à la casser par le bas, il y a une forte probabilité pour que la cassure soit une cassure qui apporte du volume, comme ça a été le cas ensuite. Je l'explique en détail dans la formation, ça c'est jamais. En tout cas, si on casse cette zone par le bas, forte probabilité d'aller taper dans le support. Et dans ce cas-là, une zone assez intéressante à cibler pour un TP1, ce serait par ici. Pourquoi? Parce que ce sont les premiers rejets avant d'entrer dans la zone, vous voyez. Donc ce serait par là, vers 1,0575, 1,055, et on peut laisser un runner jusqu'à 1,0475, 1,05, plus profond dans la zone. Ça, c'est la première possibilité. La deuxième possibilité, qui pour moi est moins plausible au niveau fondamental, on va en parler juste après, c'est du coup une cassure par le haut de cette zone-là, et une continuation haussière vers, dans un premier temps, cette zone de résistance-là, parce qu'on voit que dans cette zone, on a eu beaucoup de rejets, ici, 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 là, là, énormément de rejets dans cette zone-là, là, là, là. Donc ce sera pas facile de taper les 1,09 sans rejeter, mais il y a une probabilité pour qu'on aille dans un premier temps taper 1,09 dans cette grosse zone de combat, entre 1,085 et 1,09, puis si on casse cette zone-là, vers le haut du range. C'est les deux scénarios les plus probables, et donc ça a des potentiels, jusqu'au potentiel TP1 de 150 pips, entre 100 et 150 pips, et TP2 235 pips. Ici, premier TP vers 175 pips, deuxième TP vers 250, 300 pips pour les plus gourmands. Donc ça offre de belles opportunités. Quand vous observez que vous avez des ranges très clairs à trader, de quasiment 300 pips de part et d'autre, et que vous avez le prix qui est coincé actuellement dans un range qui fait seulement 80 pips, n'allez pas vous battre dans le range de 80 pips. Attendez une cassure et tradez dans le sens de la cassure, dans le range intéressant qui fait à peu près 300 pips. C'est beaucoup plus intéressant parce que vous aurez une fluidité de mouvement qui est largement meilleure. Donc, maintenant, lequel de ces scénarios est-ce que je vais privilégier? Dans lequel de ces deux scénarios je serai le plus confiant? C'est assez simple, tout ça je le détermine en fonction du biais fondamental. Je m'étais fait une note, alors si j'arrive, voilà. Je retrouve ma note. On va comparer la situation fondamentale actuelle de l'euro face au dollar, point par point. Actuellement, l'USD pour moi a un biais dominant, je m'explique. L'économie est toujours forte, il n'y a pas de signe de faiblesse de l'économie à l'heure actuelle. Le marché de l'emploi est toujours en grande forme aux États-Unis. Par rapport à cette notion d'économie, il y a quelque chose qui est important, c'est que l'économie en Europe souffre énormément.
La France souffre énormément, l'industrie européenne souffre énormément, l'Allemagne souffre énormément, les gros moteurs économiques de la zone euro souffrent. La Banque Centrale Européenne est face à une situation où les PMI sont mauvais. Ce sont des indices de santé économique. Les PMI sont mauvais, les datas économiques sont mauvaises, la Banque Centrale le sait. Ce qui est compliqué, c'est que tout ça, c'est en lien avec la politique monétaire. C'est parce que la Banque Centrale a été contrainte, obligée de restreindre la liquidité sur les marchés via une politique monétaire restrictive. Toutes les banques centrales l'ont fait, c'est pas le problème. Mais suivant les zones, suivant la force de l'économie, ça n'aura pas le même impact. Les États-Unis ont augmenté les taux plus fortement que l'Europe, mais pourtant l'impact sur l'économie est plus important en Europe qu'aux États-Unis. Parce que l'économie est plus forte aux États-Unis qu'en Europe. Et aussi parce que l'argent imprimé était beaucoup plus massif aux États-Unis, la liquidité disponible globale sur les marchés était beaucoup plus importante, donc un resserrement plus important a en fait moins d'effet qu'un plus petit resserrement en Europe où on a un peu moins imprimé. Il y a autre chose à noter, c'est que la zone euro, elle est composée de plein de pays, avec des niveaux d'économie totalement différents. Les politiques monétaires restrictives vont déjà impacter très fortement les grosses économies, on le voit avec la France qui est en difficulté, l'Allemagne qui est en difficulté, en grosse difficulté pour l'Allemagne d'ailleurs. Donc imaginez sur les plus petites économies, les plus petits pays, ça va être très compliqué pour eux de tenir le cap. Le problème de la Banque Centrale Européenne actuellement, c'est que si un de ces petits pays fait faillite ou a un gros problème économique, c'est toute la zone euro qui sombre. Donc la Banque Centrale Européenne doit à tout prix ajuster sa politique monétaire pour que tout le monde, même les plus petites économies, ne souffrent pas. Et actuellement, tout le monde souffre, même les gros. Donc il y a une probabilité pour que la Banque Centrale Européenne soit contrainte de passer de dovish, c'est-à-dire d'assouplir sa politique monétaire, de baisser les taux, ce qui est négatif pour la devise, plus rapidement que la Fed. Et ça a déjà été le cas puisque la Banque Centrale Européenne a déjà baissé les taux. Mais cette baisse de taux, elle avait été soutenue par un discours assez hawkish derrière. Alors comment est-ce que c'est possible de faire une baisse de taux mais en même temps d'être hawkish ? C'est simple, la Banque Centrale baisse les taux, mais pour protéger la devise de la dévaluation, parce qu'une devise qui se dévalue, c'est une hausse de l'inflation derrière, parce que les coûts des importations vont augmenter, les coûts des producteurs vont augmenter, et ça va être répercuté sur les consommateurs. Donc, la Banque Centrale va à tout prix réussir à réduire les contraintes sur l'économie, mais en même temps ne pas fragiliser sa devise. Parce que si elle fragilise sa devise, c'est porte ouverte pour une hausse de l'inflation, ce qui est négatif. Ce qu'il faut, c'est que la Banque Centrale trouve un équilibre. Mais on va garder notre situation globale. On a une Banque Centrale Européenne qui est beaucoup plus fragilisée que la Fed, qui est beaucoup plus dovish que la Fed, qui sera contrainte d'être beaucoup plus dovish que la Fed. On a une inflation qui est beaucoup plus faible en Europe qu'aux États-Unis. L'inflation est encore assez haute aux États-Unis. On a une économie qui est beaucoup moins performante en Europe qu'aux États-Unis. On a des taux qui sont beaucoup plus élevés aux États-Unis qu'en Europe. J'ai plus le chiffre exact. Si je dis pas de bêtises, on a 4,25 en Europe, 4 ou 4,25, et on a 5,5 aux États-Unis. Donc, on a des taux beaucoup plus élevés. Des taux élevés attirent les investisseurs, parce que le taux, c'est leur rendement. Si je suis un investisseur, je veux investir dans une devise qui a un bon potentiel économique, qui m'offre de la sécurité, qui m'offre une stabilité au niveau du marché de l'emploi, au niveau de la politique monétaire, et je veux des taux élevés. Pourquoi ? Parce que plus le taux est élevé, plus j'ai de rendement. C'est comme un placement, un taux de placement, c'est pareil. Donc plus les taux sont élevés, plus je reçois d'argent. Quand les investisseurs vont maintenant se demander s'ils placent leur argent en euros ou en dollars, qu'est-ce qu'ils vont penser ? Ils vont chercher à la fois à avoir de la sécurité, de la performance économique et un taux de rémunération élevé. Le dollar offre tout ça, et beaucoup plus que toutes les autres devises actuellement. Les taux sont à 5,5, c'est les taux les plus hauts avec la Banque Centrale de la Nouvelle-Zélande, qui a une économie qui est beaucoup moins flamboyante et une devise qui est beaucoup moins attirante. Donc le dollar est seul leader contre toutes les autres devises finalement. 5,5 de taux, avec une économie qui est plus forte que toutes les autres économies. On l'a vu encore avec les derniers résultats économiques et les derniers PMI. J'ai analysé toutes ces datas, une par une, dans le groupe privé de la formation. Je le fais à chaque fois, avant, pendant, après. On fait à chaque fois un récap. Chaque début de semaine, j'envoie soit une vidéo, soit un gros contenu d'analyse fondamentale avec énormément d'analyse sous forme de texte. Ça doit faire une dizaine de pages en tout, avec toutes les analyses fondamentales devise par devise, les points importants, les conditions de marché, etc., pour que les membres de la formation comprennent tout ça. Et j'expliquais là-dedans que le dollar domine. Le dollar domine parce que on a cet attrait de l'économie, cette économie qui est très forte, cet attrait pour les taux d'intérêt qui sont très rémunérateurs, la sécurité, c'est une valeur refuge, et en plus c'est la devise numéro 1 à l'international. Le marché de l'emploi est toujours en forme, la Fed est toujours très hawkish. Tout ça c'est très positif pour un investisseur. Il a à la fois sécurité, rendement, croissance, tout ce qu'il faut en fait. Donc pourquoi est-ce qu'un investisseur irait se mettre ailleurs ? Pourquoi est-ce qu'il choisirait l'euro qui est plus en difficulté face à du dollar ? Il n'y a pas de raison, à part prendre un risque inconsidéré, inutile,
qui paiera moins. Donc ce que j'aimerais vraiment, via cette analyse fondamentale et ce différentiel fondamental entre l'euro et l'USD, c'est de voir une reprise de force de l'USD encore, c'est ce que j'ai analysé pour les membres de la formation. Et donc je serais plutôt sur le scénario B, le scénario baissier. Si jamais ce scénario baissier était invalidé, si on avait une cassure par le haut, j'aimerais vraiment qu'on ait du fondamental qui vienne pousser dans le sens de cet euro haussier. Parce qu'actuellement, la situation fondamentale de l'euro contre la situation fondamentale du dollar, ça n'a rien à voir. Donc pour acheter de l'euro, déjà il faut être confiant par rapport à l'euro, ce que je suis moyennement. Mais en plus, il faudrait que je sois plus confiant par rapport à l'euro que ce que je suis pour le dollar. Ce qui est vraiment très loin d'être le cas. Le dollar, pour moi, est vraiment largement mieux placé fondamentalement que l'euro. Donc forcément, un scénario où l'euro bat le dollar et où l'euro gagne 300 pips contre le dollar, j'aimerais vraiment qu'il y ait du fondamental qui tourne, que la Fed passe dovish, qu'il y ait peut-être des signaux économiques faibles aux États-Unis, qu'il y ait des signaux que le marché de l'emploi va pas bien aux États-Unis, qu'il y ait des signaux que la Banque centrale commence à parler de baisse de taux finalement plus rapidement que prévu, et que dans le même temps j'ai des signaux potentiellement plus positifs que ce qu'on a actuellement en Europe. Là, ça pourrait m'intéresser si ensuite on a une cassure de cette zone-là, par le haut, pour commencer à trader des achats d'euros contre l'USD. Tant qu'on n'a pas ça, mon scénario préférentiel, c'est le scénario baissier dont on a parlé avant, avec potentiellement une chute de 300 pips pour le TP2. Donc j'espère que cette vidéo vous aura aiguillé avec cette analyse des plus grosses unités de temps d'euro-USD et en même temps cette analyse fondamentale. N'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires si vous en avez. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire, à aimer la vidéo. Je réponds à tous les commentaires s'il y a des questions. Je remercie tous ceux qui prennent le temps d'en laisser pour soutenir le travail que je fais. C'est avec grand plaisir que je le fais. Si jamais dans la description, j'en ai pas parlé, mais vous avez le lien pour télécharger le e-book gratuit sur les bases de l'analyse fondamentale. Donc si la partie analyse fondamentale de la fin de la vidéo vous a plu, vous avez en description le lien pour aller télécharger le e-book gratuit. Je vous souhaite à tous une bonne journée de trading et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.